Bienvenue à cet autre rendez-vous de le débrief sur l'actualité, bien entendu sur Canal 2 International. Et bien pour dire que la campagne électorale en vue des élections couplées du 9 février 2020 s'ouvre d'ici à quelques heures au Cameroun. Les candidats vont ainsi aller à l'assaut des potentiels électeurs, mais non sans l'accompagnement des médias camerounais et même internationaux. Un accompagnement appelé à jouer bien entendu le jeu par rapport à cette compétition politique. Au fond, la question de l'équilibre dans le passage des médias, en tout cas celle de l'espace également de l'affichage, ce sont autant de problématiques qui préoccupent la presse par rapport à cette campagne qui s'en va être lancée demain. Encore qu'il faut se demander si les journalistes camerounais vont devoir et pouvoir travailler notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, deux régions du pays qui sont en proie à ces actes de séparatistes depuis quelques années maintenant. Les médias camerounais sont-ils prêts? C'est la charnière centrale de notre rendez-vous ce soir, en compagnie bien entendu avec des invités tirés sur le volet et qui ont donc été appelés à notre table de débat ce soir. Je m'en vais les accueillir respectivement et l'un après l'autre. Je commence par celui qui parle presque pour le compte du gouvernement de la République ce soir. Charles Tangaramanda, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de débrief de l'actualité sur Canal 2 International. Vous êtes directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication et membre de la communication renouvelé du comité central du RDPC en faveur des élections qui doivent se tenir très bientôt. Alors, je vous accueille avec ces faits qui sont venus d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a eu un chef de terre, on les appelle affectueusement au Cameroun pour désigner les sous-préfets, qui a, entre guillemets, giflé un enseignant alors qu'il était en situation professionnelle dans une salle de classe. Écoutez, vous faites pas bien de m'accueillir avec une actualité, un, qui mérite d'être recoupée, deux, qui est une actualité, à mon humble avis, qui ne cadre pas avec l'émission. Mais je vais vous répondre. Avant de vous répondre, je voudrais quand même, évidemment... C'est le débrief de l'actualité, monsieur Attal. Je vais vous répondre. Je voudrais quand même vous dire merci pour l'invitation. Merci aussi, surtout, pour l'impertinence. Vous m'avez tiré de mon bureau, de l'Observatoire des médias, de la manière la plus élégante, entre guillemets. Donc, j'ai couru aussi vite que j'ai pu pour répondre avec une égale disponibilité. Très sérieusement maintenant, pour dire que le ministre de la Communication, il n'y a pas de... Vous avez dit presque, non, nous ne parlons pas presque. Nous parlons humblement au nom des gouvernants. Nous sommes des outils techniques de l'État. Comme tel, l'État nous déploie pour être utile à l'opinion publique nationale et internationale, pour être utile à nos populations, pour être utile au peuple camerounais. Donc, en l'occurrence, eh bien, je vais humblement apporter des informations, des indications, si vous voulez, une contribution, une participation à cette émission la plus officielle possible. Maintenant, relativement à cet incident qu'il y a eu, je crois, sous réserve des vérifications requises, j'ai vu cela sur la toile, à travers les réseaux sociaux. J'ai essayé naturellement de donner un ou deux coups de fil. J'avais le sentiment de la remontée sur, en tout cas, l'information qui nous revenait n'était pas aussi catastrophée qu'elle est présentée au niveau des réseaux sociaux. Mais toutes choses restant égales par ailleurs, je pense s'il arrivait par l'extraordinaire qu'un sous-préfet en vienne à lever la main sur un enseignant, d'abord j'ai un problème de contexte, j'ai un problème de comment cela peut-il être imaginable. J'avoue que c'est assez préoccupant, mais je crois que nous sommes une société fraternelle. De mon point de vue, chacun doit rester dans son couloir. Un sous-préfet représentant du chef de l'État dans son unité de commandement a plutôt une autre posture, une posture de pédagogie. Il doit plutôt courir pour apaiser, courir pour sécuriser. C'est-à-dire, si un enseignant a une difficulté, si c'est un élève qui l'est, il a des missions qui sont des missions d'ordre administratif, des missions régaliennes et des missions aussi qui sont presque paternelles, parce que c'est lui, quand vous dites chef de terre, on peut dire aussi le père du coin, parce que l'État est appelé à sécuriser le citoyen. Vous voyez, l'État est appelé à résoudre les problèmes du citoyen. En l'occurrence, je voudrais souhaiter que cet incident-là, vraiment, que ça soit une parenthèse qu'il faille très rapidement refermer. Puisque vous, dans les médias, bon, on a le sentiment que vous vivez de ce genre de petits événements. On ne dira pas. Il faut fermer la parenthèse pour qu'on passe à autre chose. Avant de fermer la parenthèse, j'accueille Faustin Dikam, bonsoir.
Bonsoir, le directeur de publication du journal Tribune d'Afrique qui a pignon sur rue au Cameroun. Tout à fait. Merci pour l'honneur parce que vous êtes parti de Douala il y a quelques heures pour venir participer à cette émission. Mais je voudrais rassurer Charles Tangarmanda. On va accueillir les autres invités tout à l'heure. On va aller directement justement à Ayos pour retrouver l'envoyé spécial de Canada International, Arnaud Nguefa, qui se trouve actuellement à Ayos pour nous donner quelle est la dernière ambiance, notamment dans ce lycée qui a vécu cet événement, cet incident ce matin. Alors Arnaud Nguefa, vous êtes à Ayos. Bonsoir. Quelle est l'actualité quelques heures après qu'il y ait donc eu cet incident au lycée d'Ayos? Le lycée est encore sous le choc, mais les cours se déroulent normalement. Les événements d'hier ont évidemment laissé les séquelles. Une cinquantaine d'élèves en uniforme pantalon réduit en culotte ici au lycée d'Ayos, conséquence de l'action de force menée par le sous-préfet hier. Une opération inopinée qui a causé un véritable soulèvement populaire, raconte-t-on ici. Le proviseur dit avoir été surpris, madame le chef de terre ayant directement fait irruption dans les salles de classe en compagnie des forces de maintien de l'ordre sans aucun détour chez le maître des séances. Une altercation entre un professeur et le sous-préfet a vite dégénéré, le professeur ayant demandé au patron de lui permettre de récupérer les copies des élèves en pleine composition avant l'opération préparée de discipline. Mais il n'a jamais été question de gifle, juste la bousculade, raconte-t-on. Riposté bien sûr, encore que l'enseignant n'avait pas encore identifié ses assaillants, mettez les guillemets. L'enseignant n'a jamais été gardé à vue comme le disent certains, même si le coup de colère de madame le sous-préfet a suscité cette demande. Aux sources de l'affaire, une querelle entre deux élèves du lycée voisins au quartier, une plainte d'un des deux élèves sous le guide de son parent. La police est venue vouloir interpeller l'autre élève en plein cours. Le proviseur s'en est opposé en se référant à la loi et c'est alors que les réseaux ont vite tiré les ficelles pour arriver à cette situation. Le sous-préfet absent au poste, elle est entre les sollicitations de la hiérarchie qui veut justement mieux appréhender la situation. En direct d'Ayos, repérage Bertranti, Arnaud Nguefa, Séverin Foto et Kizito Koumaï. Merci à vous Arnaud Nguefa pour cette promptitude. En tout cas, les téléspectateurs de Canada International sont servis. Et j'ai vu Charles Tangarmanda qui se frottait un peu les doigts tout à l'heure par rapport à ces précisions. C'est moi comme avant que Faustin. Oui, peut-être Faustin Djikam d'abord. Là, on a un cas d'exagération qui va nous interpeller au cours de notre plan de résistance par rapport à l'actualité qui est, on va dire, traitée, ventilée par les réseaux sociaux qui ont fait dans l'exagération. On a là les précisions de Arnaud selon lesquelles il n'y a jamais eu de gifles et puis l'enseignant en question n'a jamais été gardé en cellule. Je voudrais d'abord féliciter notre jeune confrère Arnaud pour cet exercice de professionnalisme qui remet les choses à leur juste place. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup plus porté vers l'émotion et le mensonge. Et je crois que le reportage que nous venons de suivre nous permet aujourd'hui de comprendre qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'exagération dans l'information qui a été débitée dès le départ. Mais toutefois, il se trouve que l'école devrait être un sanctuaire de discipline. L'école devrait être un sanctuaire d'éducation. Je crois que c'est son rôle. Et puis, si il est arrivé qu'il y ait du grabuge entre une autorité administrative et un enseignant sur le terrain, parce que les deux se trouvaient sur le terrain, c'est-à-dire le sous-préfet n'est pas descendu au lycée d'Ayos en balade. Il a trouvé un enseignant en train d'exercer. Donc, il y a eu peut-être un malentendu, il y a eu peut-être des mots qui sont montés plus que les autres, mais cela ne voudrait pas dire que on en arrive à exagérer parce que l'actualité ces derniers temps porte sur les accrochages entre élèves, enseignants, parents et enseignants et autres. Je crois que les journalistes que nous sommes devraient faire leur travail et ici, Arnaud Nguefa et Canal 2 ont fait le leur. Très bien. Charles Tangarmanda, 30 secondes vraiment. On vous accueille deux fois avant les autres. Non. Vous êtes très d'accord. Il a observé déjà. Non, c'est important que vous reveniez sur moi. Souvent, quand nous venons de l'appareil administratif, nous trouvons des certitudes déjà établies. C'est-à-dire que le mensonge prend la place de la vérité. Et quand nous venons avec la vérité, eh bien, il faut vraiment être percutant, pugnace. Que dire
tonique pour faire passer la vraie information. Là, je veux dire, le journaliste qui parle des choses vues et entendues, M. Nguefa, que j'ai pas causé avec lui avant, j'ai fait un recoupement d'informations à l'Observatoire des médias et je venais de partager cela. Je ne savais même pas que vous aviez derrière un reporter sur le terrain. Donc, quand je disais que c'est exagéré, quand je disais ceci, cela, mais c'est important que l'opinion publique sache donc que dans notre pays aujourd'hui, le gouvernement de la République, la communication gouvernementale est une communication de véracité des faits qui apaise et rassure, n'est-ce pas, les Camerounaises et les Camerounais. Sylvain Djongo, bonsoir. Vous êtes, c'est un honneur parmi nos invités ce soir, journaliste, rédacteur en chef à un moment donné dans l'histoire de son média employeur, mais surtout vice-président du club des journalistes politiques du Cameroun. Il va bien ce club? Réaction à la suite des deux précédents intervenants. Est-ce qu'on peut se dire que là, désormais, il faut prendre conscience de ce que les réseaux sociaux vont nuire davantage au métier de journaliste? Non, on ne peut pas dire que les réseaux sociaux vont nuire davantage au métier de journaliste. Les réseaux sociaux sont là pour donner le matériau aux journalistes. Si ça n'avait pas été sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que Canal 2 aurait envoyé un reporter sur le terrain. C'est-à-dire que le travail des journalistes, les réseaux sociaux vont continuer à faire leur travail, c'est-à-dire à propager ce qu'on appelle à l'étape numéro 1 la rumeur. Le travail des journalistes consiste à recouper, vérifier, passer au crible du recoupement pour pouvoir donner la bonne information. C'est pour cela que, pour ceux qui pensent que le journalisme va bientôt céder la place aux réseaux sociaux, ont la preuve vivante que les journalistes auront toujours leur place dans une société où n'importe qui aujourd'hui peut mettre sur la toile, sur les réseaux sociaux, n'importe ce qu'il veut, quand il veut, mais le travail des journalistes consistera toujours à vérifier l'information avant de la diffuser. Alain Denis Bézeleux, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes expert des médias, c'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes sur notre plateau ce soir. Vous voulez dire un mot sur la question d'Ayos dans la perspective de la campagne électorale qui s'ouvre d'ici à samedi au Cameroun pour les élections de février 2020? Simplement, je voudrais embrayer sur ce que vient de dire Ndjongo, qui a dit une chose essentielle, c'est que le journalisme ne disparaîtra pas. Le journalisme ne disparaîtra pas, mais certains éléments de ce métier vont certainement disparaître. Je pense à la recherche effrénée du scoop. Ce sera plus difficile maintenant de passer des scoops dans des médias classiques, des médias traditionnels, parce que il y aura un espace universel, un espace planétaire pour passer ces scoops, et on n'aura plus, de moins en moins, le phénomène du scoop. Or, vous savez que le phénomène du scoop posait un petit problème dans le management de l'information journalistique. Il y avait dans une rédaction, quelqu'un vous amenait une information, il était pressé, il voulait absolument que ce soit diffusé rapidement, et puis le temps de la vérification, il y avait quelques difficultés. Mais maintenant que ça a changé, je pense qu'il y aura plus de temps à la vérification, au recoupage et à l'investigation. Donc le journalisme va tendre exclusivement vers du journalisme d'analyse, du journalisme d'investigation. Je voulais qu'on lance notre principal débat ce soir, mais... Oui, en fait, je voulais juste préciser que ça devient récurrent quand on trouve une autorité administrative, je sais pas, en indélicatesse sur le terrain. Et avant cet incident d'Ayos, il y a eu celui de Garoua, vous vous souvenez, où on a accusé un sous-préfet d'avoir fait asseoir un enseignant devant les élèves dans sa classe, à même le sol. Avant ce sous-préfet de Garoua 2e, il y a eu le cas du sous-préfet de Fumban, qui a été accusé d'avoir bastonné un médecin dans l'exercice de ses fonctions et de l'avoir retiré de l'hôpital. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et sur lequel il faudra désormais beaucoup enquêter pour voir effectivement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je voulais faire une jonction entre ce que est le journaliste et l'expert des médias, n'est-ce pas, des amis, nous connaissons très bien. Ce qu'ils ont dit est important. Je voudrais cela partager avec le public de Canal 2 International quelques lectures qu'il m'est arrivé, n'est-ce pas, de commettre. Et je me souviens de Dan Reiter. À l'époque, il était correspondant à la Maison Blanche et il disait ceci, quelque chose de particulier. Avant que nous pensions, que nous puissions imaginer à l'échelle du monde que les réseaux sociaux viendraient. Il disait, mais alors, si les journalistes n'étaient pas là pour le dire, qu'ils diraient? Le géographe, l'historien,
le médecin, le géologue, etc. Ils le diront, mais ils le diront de manière très étroite, de manière répressive. Et il faudrait donc, quand ils auront fini de dire, que le journaliste vienne pour dire ce qu'il faut dire. Donc, je crois, oui, c'est important, tous qui ont été formés. Et dans une autre vie, je suis quand même journaliste déjà, n'est-ce pas, jusqu'au bout du bout. Et merci beaucoup, cher ami, merci. Je puis avouer que quand vous êtes dans une salle de rédaction et que vous recevez une information qui vous parvient, une note, un communiqué, et, quand on nous formait à l'université, on nous disait, cette note que vous recevez n'est pas de l'information. C'est la piste qui mène vers l'information. C'est pour ça que j'appuie ce que M. Ndjongo a dit, à juste titre que dès lors que vous avez une information dans ce que nous, à l'Observatoire des médias, nous avons baptisé les masses médias cybernétiques, le fourre-tout médiatique. Tout le monde dit ce qu'il veut, mais ce qu'il veut se faire voir, etc. C'est à ce moment-là même que le travail du journaliste va donc commencer dans cet temps moderne, relativement au fourre-tout médiatique, c'est-à-dire j'ai une information qui vient, et même il y a même le bon sens professionnel, comme je le disais, comment est-ce imaginable qu'un sous-préfet vienne à gifler un enseignant? Je ne pouvais pas croire à cela, j'y ai pas cru qu'il faisait une dame, et en recoupant évidemment la personnalité que j'avais au bout du fil, m'a dit, mais c'est bien Majesté, on savait bien que vous ne pouvez pas croire à ce genre de choses, c'est du n'importe quoi. Très bien. Donc je crois que c'était un cas d'école, des jeunes gens auxquels on apprend du journalisme actuellement, on doit pouvoir leur dire très exactement ceci. Une information sur les réseaux sociaux n'est pas de l'information. C'est une piste qui mène, vers l'inverse. Et donc, la loi dont je termine par là, la loi de Gaston Bachelard. J'ai une information, je dois vérifier à bonne source, je dois recouper, je dois commencer à tirer les hypothèses. Première hypothèse, non, un sous-préfet d'armes ne peut pas gifler un enseignant. Et puis, dès que j'ai tiré les hypothèses, j'énonce la loi. La loi, c'est quoi? La diffusion. J'ai investigué, j'ai recoupé, je tire les hypothèses, je diffuse ou je publie. C'est important aujourd'hui d'avoir le métier au bout des doigts. Dans le cadre d'une enquête, quand on il faut avoir le métier au bout des doigts, de plus en plus. Merci. Alors, Sylvain Ndjongo, rentrons dans le débat qui nous interpelle le plus ce soir, celui des médias qui jouent leur match déjà avant la campagne électorale. Est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant que journaliste, par rapport à la campagne qui sera lancée d'ici à samedi? Bien évidemment, nous avons là affaire aux élections locales, c'est-à-dire en termes on doit élire les députés et les conseillers municipaux. Donc, en fonction des circonscriptions, parce qu'on peut pas tout couvrir, il faut dire la vérité. Les médias au Cameroun ne sont pas très riches. Donc, il faut, dans chaque média, on fait un petit plan de couverture en fonction de la zone qu'on peut couvrir et des moyens les moyens rachitiques qui sont à notre disposition. Donc, en tant que journaliste, on est prêt à notre niveau pour la couverture médiatique et on espère que tout va bien se dérouler, même comme on entend ci et là ce qui appelle au boycott actif. Je ne sais pas ce qui met dans actif, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les élections se tiennent. Mais les médias, en tout cas journalistes comme de mon État, je suis prêt pour la couverture de ce qui va se passer. Et pose un problème, on va commencer par là, par la question du financement de la presse au Cameroun. L'économie des médias est manifestement menacée puisqu'elle estime qu'il a la volonté, mais il n'a pas les moyens. C'est également votre cas? C'est pas nouveau. Ça a toujours été ça. On fait avec les moyens que nous avons. Nous avons souvent plaidé pour que les pouvoirs publics essaient de faire entrer une loi au Parlement pour que la presse puisse avoir des subventions et non des aides. Parce que quand on parle d'aide, ça devient comme si les journalistes demandaient l'aumône. Or, quand on parle de subventions, cela veut dire que c'est une loi qui est entrée à l'Assemblée nationale, qui a été étudiée par la représentation nationale, qui a été votée et qui a été promulguée par le chef de l'État. Et qui s'impose à tous. Et qui s'impose à tous. Et de ce fait, à partir de ce moment au ministère de la Communication, on s'organise à ce que tout le monde sache que un journal ou bien une chaîne de télévision, une radio qui est en règle avec les lois et les règlements de la République, avec le fisc, a droit à tel montant chaque année au titre de l'année budgétaire. Bon, maintenant, lorsqu'on parle d'aide, je crois que cette année, on n'en a même pas. L'année dernière, il n'y en a même pas eu parce qu'il y a un véritable cafouillage. Je pense que ça va s'arranger, ça peut s'arranger, mais les médias privés, pour ces élections, s'organisent avec les moyens qu'ils ont et comme ils peuvent. Alors, nous, à Tribune d'Afrique, vous avez certainement remarqué que depuis le début de cette année, nous sommes passés bi-hebdomadaires. Alors, pour les élections à venir, nous avons prévu d'avoir un supplément dans
les éditions de mardi et de jeudi qui seront animées par des reporters que nous allons envoyer sur le terrain. Peut-être qu'on ne les enverra pas partout parce que nous n'avons pas assez de moyens, mais on fera ce qu'on peut. Mais vous avez aussi remarqué que nous avons opté pour une ligne républicaine. Depuis le début de cette année, dans nos différents éditoriaux, nous attirons l'attention des potentiels électeurs et des potentiels candidats au respect des institutions et à préserver la paix, parce que, de toutes les façons, les élections, c'est avant tout un jeu, même s'il a plusieurs enjeux. Tout à fait. Charles Attendemanda, deux préoccupations qui relèvent de l'intervention de Faustin Ndjikam. Il n'y a pas la subvention. L'État, le gouvernement de la République rechigne toujours à le faire, alors que cela se passe un peu comme cela dans tous les autres pays, entre guillemets, du monde. Et d'un et de deux, même l'aide, par pitié, n'est pas venue l'année passée. Pourquoi vous faites ça? Non, je pense pas qu'il faille, évidemment. J'apprécie bien, n'est-ce pas, la question posée comme dans les réseaux sociaux. Vous voyez, on n'en sort pas. Pourquoi vous faites ça? Non. Ce que le gouvernement de la République fait, si vous êtes très attentif, vous verrez que le regard que le gouvernement a sur la presse nationale dans son ensemble est un regard de respect. C'est important. C'est un regard de crédit. Le crédit que le gouvernement apporte à la presse est un crédit de partenariat. Les médias sont des partenaires sérieux pour la promotion de l'action publique, pour, si vous voulez, la promotion de l'idéal républicain et citoyen, la cohésion sociale, la paix dans notre pays. Ce sont des véhicules, des supports importants, essentiels pour notre mouvance démocratique. Je ne voudrais pas chercher loin, je voudrais me permettre de citer M. le ministre de la Communication avant-hier, quand il recevait deux hauts diplomates venus à Yaoundé précisément rencontrer les différents acteurs de la scène politique nationale, sociopolitique, je dirais même médiatico-politique nationale. Parce qu'ils ont rencontré le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sous-région Afrique centrale, M. François Lonsenifal, et puis le secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Eh bien, le ministre a dit qu'il a fait venir tous les représentants des médias. Nous avions au ministère de la Communication... Charles Attendemanda, respect des médias, oui, mais je pose la question du financement public de la presse au Cameroun. La subvention qui a été évoquée, et qui est d'ailleurs évoquée depuis beaucoup d'années maintenant, et même l'aide n'est pas parvenue à la presse, ce n'est pas un problème qui peut entamer éventuellement l'équilibre dans le traitement de cette information. La même question que vous m'avez posée, donc je continue sur la même lancée pour donner la même réponse que je voulais donner. Pour dire simplement que le ministre de la Communication, en cette circonstance, face à près de 300 journalistes, recevant une question quasiment similaire, a rassuré la presse de tous les efforts qui sont faits. D'abord, de ce qu'on n'en est plus à faire le diagnostic, tous les problèmes de la presse ces dernières années ont été passés au crible. Des problèmes de clochardisation des professionnels des médias dans les diverses entreprises qui les emploient, des problèmes de précarité globale. Je pense qu'il faut dire, c'est que, et vous devez permettre que cela soit dit, notre pays, depuis à peu près 4 ans, 5 ans même, traverse, n'est-ce pas, une situation assez spéciale, assez particulière, ce qui fait que tous les efforts que le gouvernement voulait entreprendre pour permettre, par exemple, une augmentation substantielle de l'aide, de l'appui qui est apporté à la presse, eh bien, cela a été encore une fois ressoupesé. Et est-ce que l'année dernière, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, ce soutien? Est-ce qu'il n'y en aura pas cette année? Je puis simplement vous dire que le ministre de la Communication, le ministre René Emmanuel Sadi, a à cœur, n'est-ce pas, le vécu de la presse dans notre pays. Et il s'est réengagé l'autre jour, c'était important que je le dise, devant les représentants de la communauté internationale, sur deux axes. D'abord, en appelant à la responsabilité de la presse, à la responsabilité des médias. On en parle tout à l'heure. Et je salue M. Ndjikam, qui est directeur de publication d'un journal sérieux. Dans la constance de sa position éditoriale. Qui déjà donne le tempo de ce que les Camerounais attendent de leur presse. Chaque pays a la presse qu'il mérite. Les Camerounais méritent d'avoir une presse qui... Vous savez, quand vous créez un journal sur fonds propres, c'est des entreprises personnelles. Prioritairement, vous devez d'abord compter sur vous-même et l'État se doit de vous accompagner parce que les médias, quels qu'ils soient, qu'ils soient de l'obédience publique ou privée, ont une mission de service public. Tout à fait. Donc je t'ai mis en disant ici et maintenant, la disponibilité, si vous voulez, la bonne volonté des pouvoirs publics. Vous savez, c'est important. C'est-à-dire la volonté politique
et la sincérité administrative que j'ai le privilège de voir, de sentir. Et il suffira simplement qu'il y ait deux mouvements, si vous voulez, au niveau des problèmes de trésorerie, vous verrez qu'un certain nombre de choses devraient être faites. Très bien. Sylvain Tchongo, avant de donner la parole à Alain Denis Mbezele, l'expert des médias sur ce plateau, est-ce que vous avez l'impression que, au-delà de la question évidemment du financement de la presse à capitaux privés au Cameroun, cela impacte sur les conditions professionnelles? Est-ce que, en dehors de l'argent, on peut travailler de façon à ce que la presse, le journaliste, soit libre? Vente affamée n'a point de vrai. Vous avez vu le directeur de l'Observatoire des médias tout à l'heure, en difficulté, en très grande difficulté. Il ne savait pas très bien. Vous lui avez posé la question directement, pourquoi vous faites cela? La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui a été... il n'y a pas même l'aide, l'aumône qu'on fait aux médias. L'aide publique à la communication privée. Voilà, ça dit ça d'abord non très compliqué. L'aide publique à la communication privée. Dans cette communication, il y a tout le monde. Il y a les associations, il y a les imprimeries, il y a les associations qui font le marketing, la publicité. Bref, c'est un fourre-tout dont il parlait tout à l'heure. Et on parle donc de parfois c'est 150 millions, 200 millions. Et lorsqu'on fait la répartition de cet argent-là, vous avez comme l'impression que c'est vraiment de la moquerie. Et après, on demande aux médias, s'il vous plaît, on demande aux médias d'être très patriotes, de travailler, d'accompagner le gouvernement, de ne pas céder aux sirènes des gens qui veulent déstabiliser le pouvoir. Et il y avait un ancien ministre qui disait, ceux qui ont la fringale du pouvoir de déstabiliser. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme si les médias n'ont pas le droit d'exister. Mais on donne en même temps l'impression que non, on est très copains, on est très sympa. La vérité, c'est quoi? C'est que, actuellement, le gouvernement ne pense pas que la presse est importante. Le gouvernement pense que la presse est importante quand il y a des problèmes. Prenez par exemple les pages de publicité qu'on donne on paye à Jeune Afrique. Les montants sont exorbitants, faramineux. On trouve que c'est très important de payer ces pages de publicité à l'étranger, mais lorsque il y a la presse locale fait le même travail, ils ne sont pas payés. Les factures ne sont pas payées à temps. Vous allez arriver dans certaines entreprises publiques, même quand vous avez la bonne volonté de faire votre travail, et que vous n'avez même pas l'accompagnement que l'État doit vous apporter à temps. Regardez par exemple au cours de l'exercice 2019, l'aide publique à la communication privée, on attend toujours, on ne la voit pas. Et puis les élections arrivent, on dit aux médias non, il faut travailler de façon patriotique, il faut bien travailler avec toute la bonne volonté du monde. Vous pensez vraiment que les médias qui sont tellement si pauvres peuvent faire des miracles? Non, ne demandons pas ça aux médias. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle une joint venture. C'est-à-dire que chacun doit faire son rôle. L'État est là pour accompagner, pour faciliter, et non pour affaiblir. Parce que lorsque vous avez une presse faible, on dit que chaque pays a la presse qu'il mérite. Lorsque vous avez une presse faible qui est appauvrie, qui est clochardisée, le résultat c'est quoi? C'est qu'on aura souvent il y a des matins, si vous vous amusez à regarder certains journaux, vous trouvez 15 journaux qui ont le même titre. C'est-à-dire, ils ont publié l'information que le financier ou le bailleur de fonds a donnée. C'est à cela que la presse est réduite aujourd'hui et ont le courage de nous dire ça. Ne demandons pas aux médias de faire des miracles lorsque même le moindre accompagnement prévu par la réglementation en vigueur n'est pas apporté. Alain Denis Mbezele, c'est l'expert des médias, va donc constater qu'il y a difficulté à réguler dans cet environnement-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de travailler et sans lui procurer le minimum pour les assistants. Déontologiquement, la presse est donc atteinte et on risque de le vivre encore pendant la campagne électorale. Absolument. Ce que vous expliquez est absolument vrai. Il est difficile de réguler, il est difficile d'imposer quoi que ce soit à celui qui est paupérisé, celui qui n'a rien à manger. C'est très très difficile. La problématique du financement des médias doit être adressée avec sérieux. C'est quelque chose, c'est une discussion qu'on doit poser normalement. D'ailleurs, j'appelle pour cela un grand dialogue national à ce sujet, parce que le directeur de l'Observatoire des médias a bien défini le rôle des médias, notamment en ce qui concerne les enjeux démocratiques d'un pays. C'est très important, les médias. Et alors, il faudrait que si les médias sont importants, que les médias soient accompagnés, pas simplement, pas simplement régulés, mais la régulation commence par une régulation médiatique, par une régulation économique. Il faut d'abord savoir quand nous allons interpeller sur le contenu un média,
il faut se dire que c'est quel média, comment il est rentré, comment dans cette affaire, il fonctionne avec quel type de professionnel, est-ce que quelles sont ses conditions de travail, et c'est à ce moment-là que on serait bien aise de prononcer une décision, notamment une décision sanctionnant tel ou tel journaliste. Mais si ce n'est pas fait en amont, on ne peut rien faire. C'est une question qu'il faut adresser. Il faut véritablement que les médias, que les représentants même du monde économique, les médias, les autorités publiques, qu'on s'asseye, qu'on discute. Comment on peut faire pour financer les médias? Moi, j'ai une situation, j'ai des observations personnelles que je fais. Et de temps en temps, je les émets et ce n'est pas toujours bien apprécié. Je dis simplement qu'au premier regard, le Cameroun, c'est 600 minimum. 600 journalistes 600 médias, organes de presse écrite qui sont... Vous avez dit 600? Oui, c'est-à-dire que officiellement reconnus comme médias, même s'ils ne paraissent pas tout le temps, tous les jours, nous sommes à peu près à minimum 600 journaux qui devraient paraître au Cameroun. Nous avons à peu près 200 télévisions, 200 radios, 250 radios, une centaine de télévisions et beaucoup de... Une centaine, je vais préciser. Oui, bon, peut-être pas une centaine, mais suffisamment. Il y en a qui sont des pirates. Il y en a qui sont des pirates qui sont répertoriés quelque part, on le sait. Donc ça devrait aller vers la centaine logiquement. Et ce qui fait que ça pose un problème. C'est-à-dire, je me mets à la place des gouvernants quand ils veulent débloquer de l'argent pour respecter le texte qui existe et qui demande qu'il y ait une aide à la presse. Bon, alors, comment on va faire pour financer une population médiatique aussi vaste, aussi importante? Donc, pour moi, la régulation devrait commencer par une nouvelle façon, une nouvelle procédure d'entrée dans le métier. On devrait reconnaître les bons journaux, les bons organes, les bons professionnels et savoir que voici de bons professionnels. On ne peut pas donner les mêmes choses aux mêmes journaux qui sont totalement différents, opposés et qui ne servent à rien du tout. Et ça, c'est ma première préoccupation. Et il faut le faire, il faut absolument le faire. Réaction de Faustin Tchikamavan, oui, je suis heureux que mon ami Mbezele, qui est au Conseil national de la communication, entre autres, évoque ce problème. À l'approche de chaque élection au Cameroun, il y a toujours ce débat sur le financement des médias qu'on met sur la table. Et après, lorsqu'on part d'ici, il n'y a rien. Rien n'avance. En réalité, nous ergotons autour du pot. La vérité, c'est que le législateur camerounais, qui a fait les lois, n'est-ce pas, sur la communication sociale au Cameroun, a tout faussé dès le départ. Le Cameroun est le seul pays au monde, il faut qu'on le dise aujourd'hui clairement pour que nos téléspectateurs nous écoutent bien. C'est le seul pays au monde où vous pouvez dormir dans la nuit, vous faites un rêve et le lendemain matin vous êtes directeur de publication d'un journal. Et c'est pour ça que M. Mbezele peut vous dire ici que oui, il y a 600 titres de journaux, il y a une centaine de télévisions, parce qu'il y a ce qu'ils ont appelé le régime de la tolérance administrative. Et du coup, ceux qui conjuguent des adjectifs et accordent des verbes se bombent le torse d'être des journalistes. Ceux qui confondent la musique de Mozart à une marque de spaghetti disent qu'ils sont journalistes. Et on a alors à profusion des dossiers en diffamation devant les tribunaux, comme c'est le cas ces derniers temps, et où les gens se retrouvent dans les liens de la justice. On a des dossiers en diffamation, on a des dossiers en injures publiques et autres devant le Conseil national de la communication à profusion. Donc la situation est un peu trop perméable, il faut revoir la loi elle-même sur la communication sociale au Cameroun. Qui est journaliste au Cameroun? Comment devient-on journaliste au Cameroun? Comment exerce-t-on la profession de journaliste au Cameroun? Comment on devient directeur de publication? Cette situation est entretenue. Voilà. Elle est entretenue. Effectivement, elle est entretenue parce que oui. Lorsqu'il a évoqué quelque chose... Peut-être qu'elle est entretenue, mais par qui? Oui, mais par le gouvernement. Vous allez bien remarquer que les réseaux qui se battent, qui s'entrechoquent, utilisent les journaux, ces journaux qui sont généralement dirigés par des parajournalistes qui ne connaissent absolument rien de la profession, qui sont utilisés parce que, ils ont faim, ils n'ont pas d'argent,
Ils n'ont pas. Un monsieur qui a faim ne peut pas être libre. Un monsieur qui sort de chez lui le matin, qui n'a pas donné à manger, il ne peut pas faire son travail tout à l'heure, dans les règles entre de la famine et le respect de la déontologie et l'éthique. Je parle sous le contrôle du directeur de l'Observatoire de la communication au Cameroun, qui est à mes côtés. Un journaliste qui n'a pas les conditions de travail réunies, c'est-à-dire les conditions financières, les conditions professionnelles, ainsi de suite, l'encadrement nécessaire, ne peut pas bien faire son travail. Même. Et la formation nécessaire, il ne peut pas bien faire son travail. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ceux que vous pensez même être les plus grands professionnels de notre métier dans ce pays sont les plus corrompus et les plus compromis. Vous avez quelques exemples? Non, mais j'ai des exemples, mais je ne les donnerai pas ici là par élégance professionnelle. Très bien. Charles Kalamanda, réaction donc. Cette situation qui est décrite là, aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale, ça laisse quand même à désirer. On ne doit pas nous contenter de la quantité. Il y a un problème en amont et c'est pour cela que de temps en temps, il y a des atteintes à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Oui, je pense qu'il serait important que nous consultions un peu l'histoire récente de l'espace médiatique camerounais. Parce que quand j'écoute les journalistes eux-mêmes faire cette autopsie, ce constat amer, et j'en souris un peu parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout a déjà été fait. J'ai entendu M. Alain Denis Mbeze du Conseil national de la communication dire qu'il faut n'est-ce pas, un grand dialogue national. Non, on n'a plus besoin de tout ça. Il y a eu les états généraux de la communication. Et ces états généraux de la communication, nous y étions tous, chacun de par son référentiel. Nous avons évidemment mis sur la table tout ce qui concerne des problèmes du financement de la presse au Cameroun, des problèmes qui touchent à la précarité des visées. D'ailleurs, je pense que c'était le fil conducteur, le fil central, le fil rouge des états généraux de la communication. Nous avons effectivement travaillé sur la problématique même de l'entrée dans la profession de journaliste dans notre pays, à l'aune de ce qui se fait dans d'autres pays, aussi bien de même niveau que le Cameroun qu'à l'international. Je crois qu'il y a deux niveaux d'appréciation. Nous nous apprêtons, pour exemple, dans le contexte de cette émission, à aller au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Nous avons une presse camerounaise qui est très abondante au plan quantitatif, qui a aussi du bon au plan qualitatif. Et je vais être précis sur les chiffres. Ça fait très légèrement, on est à peu près à 615, hein. Nous disons plus de 600 organes de presse écrite. Nous avons aujourd'hui très exactement 32 télévisions repérées, celles qui émettent, et dans ces 32, vous avez celles qui peuvent être considérées comme, n'est-ce pas, étant plus ou moins dans la clandestinité. Nous avons 200, à peu près légèrement aussi en dessus de 200 radios commerciales et puis des radios classiques, n'est-ce pas? Donc, 154 câbles distributeurs. Donc, c'était un espace extraordinaire en termes de densité, en termes de flux, n'est-ce pas, d'acteurs. Et dans tout cela, il y a au cœur de la mouvance médiatique nationale, comme je vais parler en sémioticien, l'actant politique. Vous verrez bien ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, moi je le dis autrement, nous l'avons souvent dit au ministère de la Communication, les politiques utilisent la presse pour bien tuer la presse. Parce que vous voyez bien que quand vous allez, c'est notre travail nous au quotidien, quand vous faites une vitrine à l'Observatoire des médias, vous avez les médias qui sont contre les médias. C'est la sensation que vous avez. C'est-à-dire que sur un même sujet, il y a des journaux qui tapent sur d'autres journaux, c'est-à-dire qu'ils sont contre ce que les autres disent, les autres se renvoient. En fait, c'est les acteurs politiques qui en arrivent là, c'est mouvoir, se donner des coups. Et tout cela, je suis d'accord quand j'écoute. Mais c'est facile de dire que c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'en appelle, pour moi, c'est deux choses d'abord. C'est que il va falloir, et nous y sommes, le ministre de la Communication, qui est là depuis un an, et avec une densité de travail extraordinaire. Il a déjà ressorti tout ce qui s'est fait aux états généraux de la communication. Il y a un travail qui est en train d'être, n'est-ce pas, mené dessus. Il a sorti la loi sur la communication sociale. Je crois que je ne vends aucun secret d'État en disant, puisque cela avait été demandé lors des états généraux, une relecture de cette loi. Le moment venu, les instances de la République appropriées et compétentes dans la matière, évidemment, se prononceront. Donc, je voudrais terminer, M. Sono, en disant deux choses. La première chose, c'est que quand je crée un journal, une télévision, une radio, c'est une affaire personnelle. Je me dois de m'assurer
de l'éthique, de la déontologie, des moyens technologiques, techniques et des moyens financiers qui vont avec. Parce que c'est important de le dire aux Camerounais que je ne peux pas lancer une télévision pour dire que c'est l'État qui doit venir financer, payer mes journalistes, payer les technico-artistiques que j'utilise. Ce n'est pas imaginable. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais c'est important. Là, nous sommes en pleine pédagogie, en pleine sensibilisation. C'est pour cela que vous avez requis la présence du ministère de la Communication. Et le ministère de la Communication, moi, j'ai toujours plaidé pour une sincérité administrative au cœur de l'État. Je puis témoigner de ce que je suis satisfait personnellement au cœur du travail technico-administratif qui est le nôtre, de ce que le patron de la communication au Cameroun a du respect pour les professionnels de la presse. C'est important, messieurs, que vous le sachiez. Tout à fait. Et il y a donc un temps, nous sortons quasiment de pas moins de 20 ans. Et puis nous sommes retrouvés aux États généraux en 2014. De 2014 à 2020 déjà, nous allons quasiment à la 6e année. Vous comprenez que c'est un véritable serpent de mer pour adresser utilement d'abord, fermer la porte pour que d'autres, j'ai failli un terme, enfin, que des parajournalistes n'entrent pas dans le métier. Mais on a voulu fermer la porte. Vous fûtes, vous, de la presse, vous, des journalistes, les premiers à dire, oh, Aro, on veut dire, l'État veut déjà venir faire un dirigisme. Donc, la seule corporation dans notre pays qui refuse d'être organisée ou de s'organiser, c'est la corporation. La loi. Très bien. Le seul métier, vous voyez, il y a des ordres les journalistes ont combien de syndicats? L'autre jour, nous les avons invités. C'est une foultitude de syndicats. Demandez aux avocats, ils vous diront que nous avons un ordre. Demandez aux avocats, ils ont un ordre. Demandez aux médecins, aux pharmaciens. Donc, je veux dire que, eh bien, le problème est simple, c'est que c'est le seul métier dans lequel on retrouve des gens qui n'ont pas été formés pour, des gens qui n'avaient rien à voir avec ce métier, qui sont même les plus exubérants, qui envahissent la scène, qui écument qui écument les salons. Donc, je lance un appel pour terminer aux vrais journalistes. Parce il est question, comme M. Essono, il est question que vous tous, chacun de par son référentiel professionnel, que vous soyez jaloux de votre profession. C'est important. Je lance un appel, n'est-ce pas, aux vrais professionnels de la presse au Cameroun, qui sachent qu'il y a un ministre de la Communication qui les regarde, qui en appelle à la responsabilité, qui leur demande de montrer l'exemple et évidemment qui leur dit vous avez raison d'attendre le soutien de l'État. Très bien. Alors, double réaction. On commence par Sylvain Ndjongo, ensuite Alain Denis. Oui, j'aimerais revenir quand même sur les États généraux, mais c'est tout à l'heure on parlait des États généraux tenus en 2014. 6 années plus tard, on dit qu'on les a ressortis du tiroir. C'est montrer la place qu'occupe le métier des journalistes dans ce pays. C'est-à-dire que 6 années plus tard, on a ressorti les États généraux. Permettez, comme vous avez aussi interpellé le syndicat, je vais vous faire bien comprendre ce que je voulais dire. Pas ressortir des tiroirs. Vous savez, comme dans votre rédaction, mettre sur la table, dans votre rédaction, vous avez des dossiers d'actualité. Dans le frigo. Il y en a qui sont dans le frigo. Mais les États généraux de la communication, au terme de ces États, vous n'y étiez pas probablement. On a créé, c'est-à-dire que la présidente des États généraux de la communication avait mis sur pied une instance, ce qui s'appelle le comité de suivi des États généraux. Et ce comité n'a jamais cessé de travailler. Et moi, je donne pour vous dire aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Vous avez dit que le directeur de l'Observatoire des médias était embarrassé relativement au problème de précarité de la presse. Non, vous savez que les mots sont les pistolets chargés, dit Brice Parrain. Pas du tout embarrassé. Le directeur de l'Observatoire des médias, sa vocation est d'avoir toujours le propos juste, respectueux vis-à-vis justement surtout de la presse nationale, parce que je suis ici comme outil de l'État, collaborateur du ministre de la Communication. Donc il n'est pas compréhensible que j'en vienne à dire ce qu'il ne faille pas dire. Très bien. Voilà. Donc avec les mots de Atanamanda, il peut les tourner comme il veut. Le fait est là, c'est que 6 années plus tard, on ne sait pas ce que sont devenues les résolutions des États généraux de la communication. Depuis 2014, 6 années plus tard, même le comité qui avait été créé pour dire cette affaire-là n'est toujours pas mis sur pied. Ça signifie que les médias au Cameroun... Non, le comité travaille. Ne vous dites pas qu'il n'est pas toujours mis sur pied. Permettez. Non, je vous permets de dire bien des choses. Voilà, permettez que je poursuive mon propos en disant que rien ou presque n'a été fait dans ce domaine-là. Pour revenir par exemple au niveau de la législation, c'est la loi qui encadre les affaires lorsqu'il y a le désordre. Si les journalistes, soi-disant, ne veulent pas s'organiser, mais que dit la loi? Au Cameroun, est-ce que vous savez quelle est la définition de journaliste? Lorsqu'on essaie de rassembler différentes définitions dans la loi, peut-être le code de l'UJC, on dit au Cameroun qu'un journaliste, c'est lui qui, de par sa formation, de par ses facultés mentales et intellectuelles, c'est-à-dire qu'il n'est prévu nulle part
dans la loi que vous soyez formé. C'est-à-dire que par vos facultés mentales et intellectuelles, vous faites œuvre de collecte, traitement, diffusion de l'information et vous tirez l'essentiel des revenus de cette activité. Voilà la faille. Voilà. Oui, Voilà. problème, Et je poursuis en disant que au Cameroun, vous pouvez créer votre journal, c'est-à-dire en sortant de ce studio, je peux créer mon journal. On ne me demande pas. Et le Cameroun est quand même l'un des rares pays au monde où les gens créent des journaux pour être riches. Parce qu'ailleurs, ce sont des riches, c'est-à-dire ceux qui ont déjà, vous prenez le cas par exemple de Bolloré, lorsque c'est parce qu'il a cette assise financière, ce matelas financier, qu'il peut désormais maintenant créer un média pour pouvoir faire un journal, créer un média pour pouvoir diffuser et employer des gens. Mais au Cameroun, c'est l'inverse. Idéologie. Voilà. Au Cameroun, c'est l'inverse, c'est-à-dire vous êtes pauvre et vous espérez être riche en créant un média. Et ça, c'est grave. Et à la fin, lorsque je dis que c'est entretenu, c'est parce que, justement, la plupart des journaux qui paraissent sporadiquement, qui paraissent quand c'est possible, sont généralement entretenus par les pontes du régime. C'est-à-dire qu'on le voit à travers, on a eu un célèbre procès dans ce pays, d'un journal où un membre du gouvernement a porté plainte contre un autre, parce qu'on avait trouvé la publicité de la société que dirigeait cet autre membre, cette autre personnalité, dans un journal. Oui, c'est-à-dire que je ne cite pas les noms, je ne commente pas une décision, mais ça s'est passé, ce sont des faits qu'on peut vérifier. Bien sûr. C'est pour dire que lorsqu'on a des batailles rangées comme celle-là, on a l'impression à un moment que la presse est prise en otage et que ça arrange tout le monde pour que ce soit comme ça. Celui qui a créé le journal le matin, c'est que directement il perçoit son pécule quelque part. Tant pis pour les gens qui l'emploient, qui n'ont pas de cotisation, de sécurité sociale, qui n'ont pas de salaire et qui vivent au petit bonheur la chance. Et nous espérons quoi? Nous espérons une grande presse. On ne sait Je pas connais possible. un ministre au Cameroun qui a l'habitude de me rappeler qu'il est aussi directeur de publication comme moi. Je vous dis combien seulement. Bon, vous n'allez pas citer le nom Je de ne ce veux pas ministre. citer le nom ici, mais je pourrais le dire en off. Bien entendu. Alain Denis, monsieur le. Alors, on est en train d'entrer là dans une période sensible, la campagne électorale, et dans cet environnement-là, est-ce que vous allez être exigeant par rapport au déséquilibre qui s'observe souvent dans le traitement de l'information de campagne de la part des candidats à l'élection? D'ailleurs, vous me poussez à parler au nom du Conseil national de la communication, dont je ne suis pas le mandant ici aujourd'hui. Il se trouve fatalement que vous y travaillez. Oui, je veux travailler, mais je n'ai pas été mandaté pour révéler toutes les stratégies. En passant, il y a d'ailleurs une rencontre avec les médias demain à 10h pour évoquer toutes ces questions. Mais étant donné que nous sommes quand même des esprits libres, nous pouvons dire ce que nous croyons sur la liberté être bon, de la presse, là, sans que ce ne soit grave. Maintenant, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce qui a déjà été dit, qui me semble fondamental pour aller vers des solutions qui vont nous permettre d'engager une campagne électorale digne de ce nom. Pour dire que, est-ce que, d'abord, vous avez initialement posé la question sur le respect de l'éthique et la déontologie ici au Cameroun maintenant, à la veille des élections, pour dire que personnellement, il n'y a pas de lien. Initialement, sur le plan juridique, il n'y a pas de lien entre être financé ou pas et le respect de l'éthique et la déontologie professionnelle. Non. C'est-à-dire que si vous êtes un média, si vous êtes un professionnel des médias, vous êtes astreint au respect des normes éthiques et des normes déontologiques. On ne peut pas savoir si vous mangez ou vous ne mangez pas. Ça, c'est votre... Et je fais mien, ou mienne, tout ce que... tout ce que le directeur Atanamanda a dit au sujet. On reviendra tout à l'heure sur vous, c'est-à-dire sur ce qu'il a dit. Il a bien dit que quand vous créez, vous, monsieur Faustin Dikam, vous avez créé un joli journal, le jour que vous l'avez créé, vous ne vous attendiez pas aux subventions de l'État. Pas du tout. Donc il faut que tout le monde l'ait à l'esprit, que quand on crée son projet, ce n'est pas pour se faire financer. Mais maintenant, si l'État pense que parce que c'est un service d'intérêt général, que de donner de l'information aux Camerounais, il faille accompagner des médias, ça ne doit pas être le financement premier. Ça ne doit pas être le financement premier. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a beaucoup de discussions à mener à ce sujet. Et donc, pour revenir sur la déontologie... Je voudrais
Question des médias. Vous avez dit clairement que quand on crée un journal, il ne faut pas s'attendre à ce que l'État vous vienne en aide sur le plan financier. Non. Mais là, on a quand même affaire à un produit, j'ai envie de dire, spécial, c'est-à-dire l'information, qui est également un service public et donc d'intérêt général, au même titre que la santé, l'éducation et les autres questions à caractère national. Pourquoi vous voulez épargner le financement de l'État à cette activité d'intérêt général? Je n'ai pas dit qu'on épargnait. J'ai dit que le jour que vous créez votre journal, vous ne créez pas parce que vous allez vous faire financer par l'État. Non. Maintenant, le financement, il y a partout au monde, il y a un financement étatique. Et au Cameroun, il y en a. Maintenant, au Cameroun, il n'est pas suffisant, semble-t-il. Il est peut-être mal organisé, semble-t-il. Bon, alors... pas soutenu, si on n'a pas, comment je vais dire, les éléments nécessaires pour faire ce pourquoi on est là, il est bon qu'il soit encadré, que les médias soient encadrés dans le sens de l'économie, des médias, mais aussi, et c'est très important, il faut respecter la déontologie absolument. La liberté de la presse va toujours avec la responsabilité sociale du journaliste. Peut-être avant que le directeur ne dise... Je voulais juste ajouter que les pouvoirs publics camerounais devraient aider la presse camerounaise à être sérieuse, à être respectable et respectée en lui consacrant des lois qu'il faut. Parce que je vais vous prendre un exemple simple. Chaque fois que le Conseil national de la communication, par exemple, a voulu faire son travail à l'endroit des médias dans les règles de l'art, il perd presque tous ses procès. Non, pour dire à chaque fois, non, le Conseil ne perd pas tous ses procès. Je n'ai pas dit qu'il perd tous ses procès, je dis presque. Non, ce n'est même pas presque. C'est 90% de procès gagnés. Oui. Et de respect même, c'est ça qui est plus important pour le CNC. Et de respect des décisions du CNC. Mais il y a 3 ou 4% de personnes, et vous connaissez toute l'histoire. Donc je vous laisse pour dire que ce n'est pas aussi important que vous le pensez. En fait, l'organe de régulation que vous êtes devrait aussi aider le ministère de la Communication et le gouvernement à pouvoir faire le tamis. Voyez-vous? Mais nous nous sommes rendus compte à un moment donné que en fait, on avait une impression, je pense que ça ne restera qu'une impression, le directeur pourra rectifier tout à l'heure, qu'il y avait un conflit entre le Conseil national de la communication et le ministère de tutelle. Nous avons eu cette impression à un moment donné. Là-dedans, manifestement. Au Conseil national de la communication, on n'a pas ce sentiment. C'est l'impression que on n'a pas ce sentiment. Acteurs des médias qui sont sur le terrain avons eu. Parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que le Conseil national de la communication ne représentait plus grand-chose au niveau des médias, alors que c'est un organe qui est nécessaire, qui est important dans le système de régulation des médias, dans le respect même des normes déontologiques de cette profession. Charles Almanda, de vous à moi, ne le dites à personne, est-ce que le journaliste camerounais, quel qu'il soit aujourd'hui, peut aller en couverture dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je pose là la question de la sécurité des journalistes pendant la campagne et même lors de l'élection. Quelles sont les mesures gouvernementales qui ont été prises? Écoutez, je pense que tous les Camerounais ont suivi le chef de l'État, le président Paul Biya, ce chef que les Camerounais se sont donnés eux-mêmes librement pour veiller sur leur vie et sur leur bien. Je crois qu'il a pris un engagement ferme. C'est lui de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que l'élection ait lieu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ces dispositions sont en train d'être prises.
Vous avez suivi il y a quelques jours le ministre Atangandji, qui a pas fait des mystères là-dessus, en rencontrant dans un forum très important tous les gouverneurs des 10 régions du Cameroun. Je voudrais simplement indiquer que nous sortons du grand dialogue national. Au sortir de ce forum historique, les Camerounais, nos compatriotes originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, étaient les premiers à demander au chef de l'État de tout faire pour qu'il y ait élection dans leurs régions respectives. Les Camerounais du Nord et du Sud-Ouest veulent aller voter comme tous les autres Camerounais. Et l'État prend les dispositions qu'il faut pour cela. Nous savons naturellement que c'est des zones où la tension a couvé pendant près de 4 ans et vous ne pouvez pas, M. Essonou, me faire dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire qu'il est clair que l'État a à cœur d'adresser très sérieusement cette situation au plan de la sécurité du service public chargé de l'organisation de ces élections, c'est-à-dire que les équipes des LECAM, au plan de la sécurité du citoyen électeur et de la citoyenne électrice, au plan de la sécurité, si vous voulez, de tous les différents acteurs qui seront appelés à s'y déployer. Cela est une constante forte. Je puis rassurer l'opinion publique de ce que des dispositions très importantes sont en train d'être adressées. Ce n'est pas la première fois dans un pays au monde. On peut aller là en Afrique, tout récemment au Mali, alors que le Sahara a tous les problèmes que l'on sait. Il y a bel et bien eu élection au Mali, il y a eu élection à tel endroit, il y a eu élection à tel autre endroit. Donc, je pense que vous, de la presse, vous devez de donner des signaux les plus positifs de ce que ce double scrutin législatif et municipal se passera dans les 10 régions du Cameroun. Vous irez sur le terrain, donnez-moi la parole. Je vais justement rectifier, parce que vous savez, nous n'avons plus l'âge du populisme. Nous n'avons ni la responsabilité du populisme, ni l'âge du populisme. Nous venons dans l'espace public pour être utiles à nos compatriotes. Personne, surtout ceux qui sont assez jeunes derrière nous, personne aujourd'hui ne peut dire que les états généraux de la communication, depuis que ça a eu lieu, que rien n'a été fait. Ce serait un gros mensonge. Pourquoi le Conseil national de la communication existe aujourd'hui? Le Conseil national de la communication, au moment des états généraux, il n'y avait pas de membres. Il n'y avait ni président, c'est ça l'histoire. Nous, on est un peu... Le président, vous savez bien que le président venait d'être nommé, Monseigneur Befa Teva, il se plaignait, il était tout seul. Père à son âme, d'ailleurs. Père à son âme, n'est-ce pas, à ce prince de l'église mienne. Donc, je pense que le Conseil national de la communication, lors des états généraux, il y a eu des plaidoyers pour que les membres soient nommés par qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État, cela a été fait. Il y a eu des plaidoyers justement pour que l'espace médiatique national puisse être régulé. C'est-à-dire que je crois que dans une démocratie, dans un grand pays comme le nôtre, si vous refusez de respecter la loi, vous ne pouvez pas être libre. La liberté, le premier stade de la liberté, c'est d'abord le respect de la loi. Si vous voulez être libre, il faut savoir et pouvoir respecter la loi. Et je crois que aujourd'hui, les états généraux de la communication auront été notre tribune importante, M. Essonou. Vous étiez là, je crois, même si vous étiez en arrière-plan. Vous pouvez vous en souvenir de ce que les journalistes se plaignaient des problèmes d'accès aux sources de l'information dans ce pays. La dichotomie qu'il y avait entre les médias de service public et les médias les médias privés. On se rendait bien compte que tout allait à la CRTV, à Cameroun Tribune. Après ces états généraux, vous voyez bien aujourd'hui que je puis témoigner humblement en tant qu'ouvrier de la communication gouvernementale. Quand le ministre de la communication, au nom du gouvernement, donne une information, les premiers à être servis aujourd'hui, c'est le grand champ médiatique privé national et puis public après. Donc, je voudrais dire, je peux citer comme ça. C'est là l'une des résolutions qui ont été implémentées. L'une des résolutions importantes. Qui peut montrer qu'il y a eu des résolutions qui ont été implémentées. Personne ne peut dire que les états généraux, on a mis dans des tiroirs, c'est mal connaître l'histoire. Nous disons que les éléments clés, par exemple, qui est journaliste au Cameroun, qui ne l'est pas, mais lors des états généraux, M. Andjongo, je vous informe, c'est-à-dire que la loi qui est en train d'être relue, il y a eu des recommandations que la relecture de la loi récupère simplement, parce que lors des états généraux, sortis ces états généraux, il a été question de mettre le point important, à savoir la formation.
Et vous verrez bien que c'est certains de vos confrères qui refusent, il y en a qui n'ont pas été formés, qui ont même des grands noms entre guillemets dans l'espace médiatique, qui chaque fois qu'on a évoqué l'aspect formation, se sont mis quasiment dans tous leurs états. Donc les blocages ne sont pas toujours là. C'est important de le dire. Très bien. C'était moi d'abord. Bon, décidez donc. Merci. Tous les deux. Merci. Prenez donc la parole. Oui, merci. Sur ce plateau, je ne pense pas qu'on doit donner l'impression qu'il y a des gens qui sont plus patriotiques que d'autres. Non, on ne parle pas de patriotisme, nous parlons de l'information. C'est-à-dire que monsieur Andiongo a l'humilité d'accepter que quand vous dites quelque chose, qu'on puisse le corriger. On a bien compris ça, les États généraux, qu'on n'a rien fait des résolutions des États généraux. Très bien. Je vous décline des actions qui ont été faites. Beaucoup reste à faire. Cela a été mais ce qui a été fait mérite d'être... Non, monsieur, ça ne m'étouffez pas. Ce qui a été fait... Non, je vous étouffe, c'est parce que je voudrais passer la parole à Sylvain Andiongo. Vous n'êtes pas obligé de dire, on ne fait pas un ping-pong. C'est moi qui avais la parole. Vous me l'avez arraché. Non, je ne vous arrache pas la parole. Je vous permets, je vous aide à ne pas donner une mauvaise information. Ne m'aidez pas, monsieur Atanamanda. Vous avez parlé, moi je vous ai laissé tranquille. Vous avez dit tout ce que vous voulez. Laissez-moi maintenant. Voilà, je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin de correction. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas donner l'impression sur ce plateau qu'il y a des gens qui sont plus patriotiques que d'autres. Les gens qui aiment le pays plus que d'autres et les gens qui sont soucieux plus que d'autres. Et à chaque fois, c'est pas de ça que nous parlons. À chaque fois, respectons-nous, monsieur Atanamanda, respectons-nous. On a bien commencé l'échange, mais je ne sais pas pourquoi vous vous enflammez. Mais c'est vous qui permettez. Vous dites déjà tout et n'importe quoi. Soyez respectueux, j'ai la parole. Monsieur Sono, dites à monsieur Andiongo qu'il a eu tort de... C'est vous qui dirigez le débat sur les États généraux de la Il a déjà noté, monsieur Atanamada. Je vous ai pris, il a noté. Quand vous avez des questions de presse, je vous ai dit que vous avez raison. Ayez l'humilité d'accepter, monsieur Andiongo. Permettez donc qu'il aille jusqu'au fond de son idée. Je vous en prie, monsieur le directeur. Voilà, donc je suis en train de dire que nous sommes sur ce plateau et il n'y a pas de censeur, et il n'y a pas... Parce que j'ai souvent comme l'impression sur un plateau, quand vous entendez quelqu'un vous dire « Non, il n'était pas là, il était très jeune. » Mais... l'eugénisme n'est pas empêché, ou alors vraiment la gérontocratie ne peut pas être adoubée, ou alors quelque chose qu'il faut absolument célébrer. Ce n'est pas parce que on était quelque part qu'on ne peut pas s'informer, qu'on n'a pas la culture générale. Ce que j'ai dit, c'est que les États généraux, on n'a presque rien fait. C'est ce que j'ai dit. Ah, il même dans le presque. Et voilà. J'ai dit, ça c'est la mauvaise foi. Et puis maintenant, je poursuis en disant que... réécouter, il n'a jamais dit presque. Et puis ce que je dis, c'est quoi? C'est que dans le cadre de l'encadrement des médias, nous avons tous un rôle à faire. Moi, j'entends parler des gens parler de formation et tout le reste. Mais est-ce qu'on sait quand même que le mot gombo, c'est-à-dire la création du gombo dans ce pays, est venu chez les journalistes qui sont les mieux payés dans ce pays? C'est-à-dire que à la fin de chaque événement, ceux qui ont déjà un statut, qui sont bien payés, qui ont une couverture sociale, ce sont eux qui partaient toujours à la fin des événements pour aller réclamer qui vont réclamer des subsides. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Le problème c'est qu'il faut absolument tenir compte de l'accompagnement que dont les médias doivent bénéficier de la part des pouvoirs publics. Parce qu'il y a par exemple les accords de Florence, pour ce qui concerne la presse écrite. Un certain nombre de facilités pour les intrants devaient être apportés. Parce qu'aujourd'hui, on continue de parler encore d'organes de presse. En réalité, nous devons avoir des entreprises de presse. Mais nous avons les organes de presse parce que c'est toujours dans la débrouillardise et on a comme l'impression que ceux qui nous dirigent sont contents que ce soit cela. Je vais finir en disant ceci. Pour ce qui concerne, par exemple, la couverture des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, que vous avez évoqué tout à l'heure, il est un peu difficile pour l'instant pour certains médias d'avoir accès à ces zones-là parce que on n'a pas encore le plan de sécurisation. Je ne sais pas, parce que le ministre de la Communication a parlé l'autre jour en disant qu'il y aura des mesures spéciales pour sécuriser les élections là-bas. Mais nous qui suivons un peu cette actualité au jour le jour, nous sommes jeudi, aujourd'hui, je ne me trompe pas, jeudi, la campagne commence dans 2 jours. On ne sait pas encore très bien quelles sont les mesures spéciales qui ont été prises pour la couverture médiatique. Il nous reste moins de 10 minutes, donc ça va être vraiment serré dans la prise de parole en termes de temps. L'un des critères, on entre effectivement dans la campagne d'ici à 72 heures, 48 par là. Les critères d'actualité vont permettre à ce que les journalistes aillent, notamment vers les candidats et les partis politiques, pour ce qui est de l'audiovisuel. Mais je voudrais qu'on évoque un peu la question de l'affichage. Ça fait également partie de la communication. On a la
chance d'avoir Charles Radamada sur ce plateau. La portion congrue qui est souvent accordée entre guillemets aux opposants, on a vu lors de l'élection présidentielle qu'il y avait des affiches réservées à un seul candidat et très peu pour les candidats de l'opposition. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut changer cela? Est-ce que le journaliste observe cela avec un regard critique? Je crois qu'il faut être équitable, n'est-ce pas? Dans cet exercice, chacun devrait pouvoir avoir soit les mêmes normes d'affichage que les autres, parce qu'on va là pour une élection, tous les candidats sont sur les starting blocks dès le départ, et il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, même si à l'intérieur on voit généralement ce qui se passe. Moi, je voudrais me cantonner sur ce que nous aurons encore comme problème sur le terrain pendant ces élections. Le Cameroun est le seul pays au monde où on donne tout aux médias publics qui ont déjà des budgets, qui ont déjà de très bons salaires, comme il le disait tout à l'heure, qui ont déjà une sécurité sociale, ainsi de suite, et où on n'accorde rien aux médias dits privés ou bien aux médias indépendants, alors que nous sommes tous là pour le service public de l'information. C'est le seul pays au monde où lorsque vous avez un événement comme celui que nous attendons, il y a des journalistes qui font du journalisme assis, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur bureau, en costume comme vous, comme ça, qui attendent l'information sur place. Vous devez démarrer votre véhicule, aller les chercher dans leur salle de rédaction, les amener dans les lieux de reportage, les ramener à leur bureau et leur donner les per diem. Vous voyez cette espèce de journalisme? On ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que je parlais des lois pour réglementer tout ça. Et j'ai été heureux que le directeur de l'Observatoire de la communication soit là pour pouvoir nous dire ce qui est déjà en train d'être fait au ministère de la Communication. Pendant les prochaines élections, vous allez remarquer que les journaux privés, dits privés, vont se battre avec les moyens qu'ils ont. Ils n'auront aucun soutien, alors que les autres médias, dits publics, auront tous les soutiens ajoutés au budget public qu'ils ont déjà. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'argent du contribuable pour traiter et donner l'information. Et nous, dans les médias privés, on n'en a pas accès. Il y a quand même un bémol, hein. Il y a un petit bémol à ce que vous êtes en train de dire s'agissant des médias publics. Est-ce que vous savez, j'espère que vous le savez, que pendant la période de campagne, c'est-à-dire 15 jours avant le jour du scrutin, vous savez que les médias publics, notamment l'audiovisuel, arrêtent toute publication d'informations politiques, c'est-à-dire toute production de programmes politiques. Alors que, attendez, alors que, non, je vous dis que ça existe, alors que les médias privés ont continué de mettre, et que c'est un avantage parce que à ce moment-là, les politiques ont accès à ces programmes-là, moyennant paiement. C'est un exemple où les médias privés ont un avantage sur les médias publics. Donc, et il y a pas, bon, c'est peut-être l'autre pan que vous voulez évoquer qui fait partie des comparaisons. Non, je ne valide rien. Je voulais simplement vous faire savoir qu'il y a des exemples qui sont contre ce que vous avez si bien dit. Si l'État avait bien fait son travail à ce niveau, l'État fait faire nos achats de conscience. Il y a des choses qui peuvent évoluer. Mon ami, je prends l'opinion publique à témoin de ce que voilà dans les journalistes camerounais. Ils n'ont jamais l'humilité d'accepter que ceux qui représentent l'État ou les outils de l'État leur disent ce qui est. Vous voyez, mais c'est ce qu'on vous demande. Vous venez de suivre quelqu'un. Vous au moins vous reconnaissez. Vous venez de voir mon jeune frère qui refuse même qu'il soit jeune frère, qui n'avait même pas l'information sur... C'est moi qui ai évoqué l'affaire notamment des États généraux. Pourquoi vous faites une fixation sur moi? Nous sommes dans un débat, vraiment, parlons vraiment. Ne faites pas une fixation sur moi. Que nous avons déjà adresser la situation de la précarité, de ceci, cela. On a déjà tous, il évoque les accords de Florence, tout ça. C'est déjà des dossiers bravachés millions de fois. Tout le monde le sait, mais ce n'est pas à l'État de venir demander à M. Sono de transformer son journal en entreprise de presse. Que je n'ai pas encore. Voilà, donc il faut que M. Sono ait des moyens pour le faire. Donc, encore qu'il y a déjà des entreprises de presse au Cameroun. Pour moi, je pense que ce genre de débat, oui, il y a des entreprises de presse. Oui, naturellement, on les connaît. Ce que je voudrais dire, c'est que de très bons journalistes. Dans ce genre de débat, l'humilité, c'est important d'avoir de l'humilité, de reconnaître que
d'autres panélistes sont à certains endroits et nous apportent quand même des informations. Si vous m'en apportez de par l'endroit où vous êtes, moi j'aurais l'humilité d'accepter. Donc, ce que j'ajoute à ce qu'il venait de dire, c'est il nous reste 30 secondes. Et je ne peux pas vous laisser dire qu'un seul candidat avait ses affiches partout. Vous savez que l'espace d'affichage est réglementé, est codifié et renvoie assis à ça. Le code électoral. Il y a le code électoral. Si un candidat simplement qui applique ce que dit le code électoral, pourquoi allez-vous lui faire un autre procès en sorcellerie? Nous allons à une élection. Vous verrez d'ailleurs que le ministre de la Communication, n'est-ce pas, va prendre un arrêté dans les prochaines minutes, s'il n'est pas déjà prêt à l'heure où nous parlons. Pour réglementer le passage dans les médias. Réglementant le temps d'antenne au niveau des médias et des services publics, l'audiovisuel notamment. Et après, vous allez encore dire que, il y a le RDPC qui a un temps d'antenne. Parce que ce temps d'antenne, ça respecte un certain nombre, une codification. N'est-ce pas? La représentation à travers le pays. Il y a les critères qui sont légaux. Qu'il faut accepter. Une presse citoyenne et républicaine devrait appeler les citoyens à aller aux élections. Je vais donner mon mot parce que... devrait appeler les citoyens à aller aux élections. Très bien. C'est bien, Djongo. 30 secondes, vraiment. Je voudrais... J'espère que j'aurai 30 secondes. Oui, bien sûr, 30 secondes. Il nous reste 1 minute, pas plus. Mais il a 20 secondes, j'ai mes 20 secondes. J'ai donné à... C'est bien, Djongo. Allez-y, vous avez droit à la parole. Donc, je voudrais, pour finir, dire que sur le plan de l'accès à l'information, sur le plan également même du déploiement dans les différentes zones, les localités où il y aura l'élection, il est également très important, je ne sais pas s'il y a des dispositions qui ont été prises, par exemple, pour ce qui concerne souvent les accréditations, par exemple. Ça, c'est également très important. L'accompagnement de l'administration territoriale. Voilà, Alain Denis Bézelet. Pour moi, ce que nous n'avons pas pu débattre longuement, c'était l'essentiel, c'est de rappeler à tous ceux qui vont sur le terrain, les journalistes et tous ceux qui vont couvrir cette élection-là, l'importance de ce qui est rabâché ces temps-ci, c'est-à-dire la question des discours de haine, qu'il faut sortir de notre champ médiatique, vraiment faire un effort, et puis parce que nous sommes un pays qui a une sociologie difficile, il faut donc sortir des discours de haine. Il faudrait que les médias soient plus responsables. Ils sont responsables pour la plupart, mais il faudrait qu'ils veillent encore plus à leur responsabilité. L'indicatif est lancé, je vous en prie. Mais l'indicatif est lancé, Chacha Atranamada. Le mot de faire, c'est appuyer ce que le représentant du CNC vient de dire. Simplement, j'invite tous les médias à relire le propos du ministre de la Communication d'il y a 2 jours. Lors de la responsabilité, la cohésion nationale et le professionnalisme. Alain Denis Bézelet, infiniment merci monsieur d'être venu, expert des médias. Faustin Djikam est le directeur de publication du journal Tribune d'Afrique. On vous renouvelle le meilleur pour 2020. Charles Tangarmana, c'est monsieur le directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication. Et par ailleurs, membre de la communication, je l'ai dit à l'entame de cette émission, communication rénovée du RDPC depuis quelques heures maintenant pour la campagne qui s'ouvre donc d'ici à samedi prochain au Cameroun. Sylvain Ndjongo, monsieur est journaliste et vice-président du club des journalistes politiques du Cameroun. C'était le panel ce soir. Merci de nous avoir suivis. On prend rendez-vous pour demain quand il sera à 18h30 pour une nouvelle livraison de le débrief de l'actualité. Restez en compagnie des programmes de Canada International. Bonsoir.